Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous dans le cadre de la chaire Jean Monnet qui se rapporte au conflit commerce-environnement. Tout comme nous avions consacré les 2 interviews précédentes au principe du pollueur-payeur, je vous propose aujourd'hui d'aborder un 2e principe tout aussi important au sein du droit de l'environnement. Il s'agit du principe de prévention. À cette occasion, je me trouve en présence de Nicolas de Sadeleyre, qui est le titulaire de la chaire Jean Monnet et qui est également professeur en droit de l'Union européenne. Nicolas de Sadeleyre, bonjour. Alors, dans une interview précédente, vous nous avez exposé les différents modèles qui s'agencent au sein de la politique de l'environnement. Et on a pu en déduire qu'au modèle original de nature curative, s'était adjoint un autre modèle de nature, quant à lui, préventive. La raison à cela, c'est que le modèle curatif était coûteux et qu'il se limitait à remédier à l'atteinte portée à l'environnement, puisque le dommage s'était déjà produit, alors qu'au contraire, ici, avec le principe de prévention, il s'agit de prévenir l'apparition du trouble écologique au lieu d'y remédier. Alors, le droit de l'environnement est connu dans le droit international public dans la mesure où de nombreuses conventions internationales visent à sauvegarder les ressources. Alors, est-ce qu'on peut présumer que le principe de prévention est bien ancré dans le droit international? Pour répondre intelligemment à votre question, il faudrait distinguer les différentes sources de droit international qui couvrent d'une part la jurisprudence, d'autre part la doctrine, ensuite les principes généraux du droit international et les principes de droit coutumier, et enfin les accords multilatéraux. Je commencerai avec cette dernière source. Vous savez que le droit de l'environnement au niveau international s'articule principalement autour d'un millier d'accords internationaux. Cette foultitude d'accords internationaux oblige les parties à appliquer le principe de prévention, si ce n'est pas le principe de précaution du pollueur-payeur, où la plupart des mécanismes de contrôle, de surveillance, de coopération, d'autorisation qui sont prévus consacrent implicitement une logique de prévention. Donc on peut dire qu'une lecture transversale de tous ces accords souligne une présence quasiment constante de ce principe de prévention au travers de la principale source du droit international de l'environnement. Par ailleurs, la Cour internationale de justice, dans un arrêt du 20 avril 2010, dans l'affaire relative aux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, a consacré comme obligation de droit coutumier celle de mener à bien une évaluation des impacts sur l'environnement, et je cite, « lorsque l'activité industrielle projetée, en l'espèce c'était des usines de pâte à papier construites sur le côté uruguayen du Rio de la Plata, donc à condition que l'activité projetée risque d'avoir un impact préjudiciable important dans un cadre transfrontalier et en particulier sur une ressource partagée. » Ici, on voit que l'obligation de mener à bien une évaluation des incidences, qui est un des archétypes du principe de prévention, est affirmée en tant que règle coutumière par la Cour internationale de justice. Enfin, les questions de responsabilité. Dans la sentence arbitrale du 10 mars 1941 prononcée dans l'affaire Dutreil, les arbitres ont considéré qu'aucun État n'avait le droit d'user de son territoire ou d'en permettre l'usage de manière telle que des fumées provoquent un préjudice sur le territoire d'un autre État ou aux propriétés des personnes qui s'y trouvent, s'il s'agit de conditions sérieuses et si le préjudice peut être rapporté au moyen de preuves claires et convaincantes. Cette règle de limitation quant à la souveraineté étatique, quant à l'exploitation des ressources naturelles sur le territoire d'un État, a été reprise dans la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain de 1972 de la manière suivante. Les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon une politique d'environnement, mais ils ont également le devoir
de s'assurer que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Cette règle est reprise au principe 13 de la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement. Quant au principe 13 de la déclaration de Rio de Janeiro de 1992, il prévoit également que les États ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leur juridiction ou de leur pouvoir ne portent pas atteinte à l'environnement d'autres États ou de zones situées en dehors de leur juridiction. Donc ces différentes déclarations consacrent cette obligation de diligence due. À cette obligation de diligence due, il est important d'ajouter une démarche préventive, une obligation de moyens qui va permettre dès lors aux États d'éviter de causer des dommages environnementaux à d'autres États. Est-ce que le seul fait de causer un dommage est suffisant pour finalement engager la responsabilité de l'État ? Dans la jurisprudence du TRAI, le tribunal arbitral avait souligné le caractère sérieux du préjudice. Les principes 21 de la déclaration de Stockholm et 13 de la déclaration de Rio de Janeiro ne placent pas un seuil en termes de gravité du dommage. Il n'en demeure pas moins que, selon la doctrine internationale, le dommage qui serait causé à l'environnement d'autrui doit revêtir une certaine gravité. Est-ce que les obligations de prévention ne sont pas traduites de manière plus précise dans des accords bilatéraux ou multilatéraux ? Au sein des accords internationaux, il est important de distinguer d'une part les dispositions liminaires qui consacrent généralement le principe de prévention comme tel, des dispositifs contraignants qui définissent toute une série de mécanismes que les parties vont devoir mettre en œuvre en vue d'éviter qu'une pollution transfrontière vienne à causer des dommages au territoire de l'autre État partie. Et donc, le principe de prévention ne peut être analysé en termes d'isolation clinique. Il appelle l'application, la définition de normes plus contraignantes, de normes plus précises. Alors, j'ai un bon exemple à vous donner, c'est dans l'affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, affaire qui a été tranchée par la Cour internationale de justice le 20 avril 2010. La Cour internationale de justice souligne à propos de différentes obligations de nature préventive consacrées dans l'accord uruguayen-argentin de 1975, que ces obligations de prévention doivent être mises en œuvre soit de manière isolée par des actes individuels des deux États parties, soit grâce à une action concertée par l'intermédiaire d'une commission bilatérale chargée d'adopter toute une série de normes de rejet pour les industries se trouvant sur le territoire de ces deux États. Bien entendu, il ne s'agit pas là d'obligations de résultats comme souligne la Cour. Nous avons affaire ici à des obligations de moyens. Et donc, tantôt ce sont les États eux-mêmes, tantôt ce sont des commissions bilatérales ou multilatérales qui vont se charger de mettre en œuvre les obligations en termes de prévention consacrées par ces accords bilatéraux ou multilatéraux. On trouve dans la déclaration de Stockholm, que vous avez citée plus tôt, le principe de l'utilisation non dommageable du territoire où les activités sont réalisées. Et à côté de cela, on trouve également une kyrielle de conventions qui impose aux États de prévenir les pollutions transfrontières. Alors qu'en est-il de la Cour internationale de justice à propos des exploitations qui sont susceptibles de provoquer un dommage ? Oui, c'est une question extrêmement vaste. Il y a deux arrêts qui retiennent mon attention. D'une part, l'affaire Gabčíkovo-Nagymaros, la Cour internationale de justice a souligné toute l'importance que revêtait aujourd'hui la protection de l'environnement et
la nécessité de mener à bien des actions de prévention. Cela dit, la Hongrie, qui était requérante, perd néanmoins cette affaire dans la mesure où elle ne parvient pas à démontrer l'imminence du dommage. Ce dommage qui serait causé au Danube en raison du détournement de ce fleuve par la construction et la mise en œuvre de différentes installations hydroélectriques est un dommage qui s'inscrit non pas sur le court terme mais sur le long terme. Et donc l'État requérant devant la Cour internationale de justice se trouve dans l'impossibilité de démontrer qu'il fait face à une situation d'urgence. Donc la Cour internationale de justice renvoie les deux États dos à dos en vue de dégager un compromis. Dans l'arrêt plus récent du 20 avril 2010, dans cette affaire relative aux usines de pâte à papier sur la rivière Uruguay, les prétentions avancées par l'État argentin à l'encontre de l'exploitation de ces usines du côté uruguayen ne parviennent pas à convaincre la Cour internationale. Et la Cour internationale va rejeter chacun des moyens avancés par l'Argentine au motif que les preuves scientifiques réunies par cette dernière ne sont pas suffisamment convaincantes pour démontrer une violation des obligations découlant de la Convention bilatérale de 1975. Comme vous l'avez indiqué, la Cour rappelle donc de manière très claire le principe de prévention dans l'affaire Gabčíkovo-Naginářov et on voit que les prétentions de la Hongrie ont été rejetées par la Cour. Est-ce que vous-même, est-ce que vous êtes d'accord avec cette critique ? Je trouve que la Cour internationale de justice a fait preuve d'une trop grande frilosité à l'époque. Elle reconnaît l'existence de grands principes, mais elle hésite à les appliquer, de peur de voir ces arrêts trop critiqués par une série d'États. En relisant l'affaire sur les usines de pâte à papier qui oppose l'Uruguay à l'Argentine, on voit que la Cour de justice, cette fois, n'a pas retenu les prétentions avancées par l'Argentine face à l'Uruguay. Quel est votre sentiment à ce propos ? Mais là, je crois que la difficulté tient sans doute à la charge de la preuve. La Cour internationale de justice souligne que le principe de précaution ne peut conduire à un renversement de la charge de la preuve. Partant, il revenait à l'Argentine de démontrer au moyen de preuves sérieuses et convaincantes la violation par l'Uruguay d'une série d'obligations de nature préventive. Alors, sans doute, une des difficultés auxquelles les autorités argentines se sont exposées, c'est que les seuils de rejet qui avaient été définis par cette commission bilatérale n'étaient pas très audacieux, n'étaient pas très élevés. Et dès lors, il n'y avait pas de violation flagrante d'une série de dispositifs réglementaires prévus dans le cadre de cette coopération bilatérale. Donc, sans doute, c'est le caractère imparfait du droit positif qui a été arrêté par ces deux États membres qui expliquait la difficulté rencontrée par les autorités argentines de démontrer des violations flagrantes de cet accord bilatéral. Merci beaucoup Nicolas de Sadeler pour la clarté de vos propos. C'est ici que se termine cette 5e interview consacrée au principe de prévention. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour aborder un 3e principe. Il s'agira du principe de précaution. N'hésitez pas à consulter le site internet de la chaire Jean Monnet, Trade vs Environment, où vous pourrez trouver de nombreux documents relatifs au principe de prévention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.